A-t-on commencé le dialogue national par l'amnistie présidentielle de certains militants? De nombreux militants et prisonniers du mouvement populaire ont bénéficié des mesures d'amnistie présidentielle signées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération. Parmi près de 4000 personnes concernées par cette décision, condamnées définitivement dans des affaires de droit commun et d'atteinte à l'ordre public. Avec la libération d'un certain nombre de ces prisonniers, selon les nouvelles diffusées concernant ceux qui ont quitté les établissements pénitentiaires la nuit dernière, les attentes et les questions se portent sur le lien entre cette mesure et ce qu'a annoncé le président Tebboune, auparavant, concernant son intention de mener un dialogue national et de lancer des consultations et des contacts avec les forces vives du pays, lors de son discours de prestation de serment pour son second mandat présidentiel, après sa victoire aux élections du 7 octobre dernier. La libération de militants du mouvement populaire emprisonnés fait généralement partie des revendications de certains partis d'opposition et de défenseurs des droits, qui les qualifient de prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques, tandis que les autorités rejettent cette désignation et nient l'existence de cette catégorie dans les établissements pénitentiaires, considérant que ceux-ci sont poursuivis dans le cadre du droit commun ou pour des affaires d'atteinte à l'ordre public, comme l'a déclaré le président de la République lui-même à plusieurs reprises en réponse à des questions de journalistes à ce sujet. Quoi qu'il en soit de la terminologie, des observateurs estiment que l'inclusion de certains militants dans les mesures d'amnistie, selon des sources proches des résultats de la décision, représente un premier pas vers le dialogue que le président compte lancer fin 2025 ou début 2026. Comme un des revendications soulevées par une partie de la classe politique, en tant que l'une des mesures de désescalade et de réassurance qui précèdent tout processus politique, dicté par la réalité et les conventions politiques, selon ce que l'on comprend des discours des porteurs de cette revendication. La décision pourrait constituer un gage que Tebboune a donné pour officialiser le début des préparatifs du dialogue national, qui a été accueilli, de manière préliminaire, par plusieurs formations politiques, y compris des partis considérés comme de l'opposition, tels que le Parti des travailleurs, le Front des forces socialistes, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, et les avant-gardes de la liberté, ainsi que des partis de la majorité qui ont entièrement salué le projet. Il est logique d'inscrire cette décision dans le cadre du processus politique dont a parlé Tebboune, compte tenu des expériences passées qui ont marqué son premier mandat, lorsqu'il a libéré de nombreux militants et suspendu les poursuites judiciaires contre certains militants de l'étranger. On ne sait pas encore quelle sera la forme ou le contenu du dialogue national attendu, ce qui a poussé le président à l'organiser et la nature de ses résultats potentiels, mais il est clair que le président a lié ce processus à la participation de tous à la planification du chemin que suivra le pays et à la consécration de la véritable démocratie et non d'une démocratie de slogan. Les partis porteurs de cette revendication n'ont pas encore réagi à la décision, à l'exception du Parti des travailleurs qui a publié un communiqué saluant la mesure tout en espérant d'autres mesures similaires. Certaines formations politiques parlent souvent de la libération de militants du mouvement populaire qui ont été poursuivis et emprisonnés pour diverses accusations de droit commun, y compris l'article 87 bis du Code pénal, qui fait l'objet d'un appel à son abrogation et à sa modification, par plusieurs défenseurs des droits et politiciens de l'opposition, car elle est jugée vague, imprécise et extensible, selon les mots des porteurs de cette revendication. Tebboune a exprimé son intention de lancer un dialogue national avec toutes les énergies nationales, pour concrétiser la véritable démocratie, ainsi que de mener des consultations intensives avec toutes les forces vives, nationales, qu'elles soient politiques, économiques ou jeunes, pour planifier le chemin que suivra le pays. Le président Tebboune avait précédemment lancé, au début et au milieu de son premier mandat, des démarches similaires sous le slogan de la désescalade, puis sous le titre de rassemblement, et a organisé, à la fin de son mandat, une rencontre autour d'une table ronde avec les dirigeants des partis et des personnalités nationales de différentes tendances pour discuter de manière franche, selon l'expression pourquoi le rapprochement entre la France, le Maroc et l'Algérie est-il source de tension. La visite de Macron au Maroc ouvrira un nouveau chapitre entre les deux pays, du moins c'est ce que les deux partis espèrent. Mais quelle sera la nature de ce chapitre? Qu'apportera l'ambition nouvelle pour les 30 prochaines années, que cette visite doit incarner,
Selon le communiqué de l'Élysée, point d'interrogation, l'Algérie semble être la capitale la plus préoccupée par cela. Son président a refusé de se rendre à Canossa, comme il l'a déclaré dans une interview diffusée sur la télévision officielle, en signifiant son refus de faire une visite qu'il a jugée humiliante, en référence à une visite initialement prévue en France. Mais qu'en est-il de Canossa au Maroc, lorsque Macron est arrivé à Rabat, après de longs mois de tensions entre les capitales marocaines et françaises? Pour les Algériens, il est préférable de ne pas exprimer clairement et directement leurs inquiétudes face à un éventuel réchauffement des relations entre Paris et Rabat. Ils n'ont donc pas annoncé de position officielle concernant la visite du président français à leurs voisins. Si on leur demandait de le faire, ils minimiseraient probablement son importance, n'hésitant pas à la qualifier d'inintéressante. Cela signifie-t-il pour autant qu'ils ne regardent pas avec suspicion, voire avec inquiétude, les résultats que pourrait avoir cette visite, notamment concernant deux questions cruciales pour eux, le soutien que Paris pourrait apporter au Maroc sur le dossier du Sahara et les conséquences des contrats et accords de défense signés entre le Maroc et la France lors de cette visite, sur l'équilibre militaire entre eux et les Marocains? La position sur le Sahara a été la clé du rapprochement récent entre le Maroc et la France. Paris fait face à un défi difficile, non seulement jouer un rôle dans le conflit du Sahara, mais aussi contribuer à sa résolution dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cela semble être sûr et définitif. On ne sait pas si c'est le hasard qui a conduit le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à se rendre en Égypte quelques heures avant l'arrivée de l'avion du président français à Rabat, alors que celui-ci était en visite d'État à Oman. Ou si cela a été une manœuvre délibérée. Il est difficile de croire que cela se soit produit de manière spontanée, même si de telles visites sont généralement le résultat d'accords préalables entre les parties concernées. La signification de cette coïncidence semble claire, l'Algérie a tourné le dos à la France et, tout en célébrant le 70e anniversaire du début de sa révolution contre le colonialisme français, aspire à se tourner à nouveau vers le monde arabe. Ce point n'a pas échappé au président Tebboune, lors de la conférence de presse qu'il a tenue au Caire avec son homologue égyptien, lorsqu'il a fait allusion, peut-être de manière indirecte, au soutien que l'Algérie a reçu de l'Égypte à l'époque où celle-ci était le porte-drapeau du nationalisme arabe. Cependant, une semaine avant la visite historique et stratégique du président français au Maroc, considérée comme telle par une grande partie des médias français et marocains, le journal algérien et El Kabar a publié le commentaire suivant: la visite que le président français Emmanuel Macron effectuera au Maroc entre le 28 et le 30 octobre, en réponse à une invitation du roi marocain, semble indiquer que Paris a choisi son camp, après que les relations avec l'Algérie aient atteint un niveau de rupture, en raison de son soutien au plan d'autonomie concernant le Sahara et des provocations délibérées sur la question de l'immigration. Le seul sens de ce commentaire est que les Français se positionnent désormais du côté opposé à l'Algérie, et qu'ils se sont établis dans l'esprit des Algériens comme un ennemi historique ou éternel. Mais qu'est-ce qui fait que la probabilité d'une intensification des tensions entre eux et la France semble élevée, du moins pour certains? Qu'est-ce qui pourrait justifier cette situation? Mettons de côté la question ancienne et délicate entre les deux pays, à savoir celle de la mémoire et de l'héritage colonial. La France a-t-elle, au cours des derniers mois, entrepris des actions ou comportements qui pourraient constituer une menace réelle, ou un danger sérieux pour la sécurité, la stabilité et l'intégrité du territoire algérien, ou porter atteinte d'une manière ou d'une autre à l'indépendance et à la souveraineté du pays d'1,5 million de martyrs? Y a-t-il eu des déclarations ou des positions hostiles, ou peu amicales, de la part des autorités françaises envers l'État algérien? Clairement non. De telles accusations ne concernent que le voisin de l'Est. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que la seule raison qui pousse les Algériens à replacer à nouveau l'ancien colonisateur dans la case de l'ennemi semble résider ailleurs, au-delà de leurs frontières. L'étincelle initiale a été un message envoyé par le président français Emmanuel Macron en juillet dernier au roi marocain, lui affirmant qu'en ce qui concerne la France, le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre à partir duquel cette question, celle du Sahara, doit être résolue, et notre soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 est clair et constant.
Il a ensuite ajouté que ce plan constitue désormais la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela a suffi pour inciter l'Algérie à réagir vigoureusement par le biais d'un communiqué ferme, qualifiant cette décision d'inattendue, mal avisée et futile, indiquant qu'elle résultait de calculs politiques douteux et d'hypothèses immorales et de lectures juridiques qui ne reposent sur aucune base solide qui les soutienne ou les justifie. Avant de souligner que le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences de cette décision française et tiendra le gouvernement français entièrement responsable de cela, pour décider par la suite de rappeler son ambassadeur de Paris pour consultation. Mais cette réaction était-elle vraiment nécessaire ? Pourquoi les Algériens n'ont-ils pas réagi de la même manière à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt ? Le ministre des Affaires étrangères algérien avait déclaré lors d'une conférence de presse en juillet dernier que le soutien total de la France au Maroc l'exclut de tout rôle dans les efforts diplomatiques visant à résoudre cette question, que ce soit au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent ou en dehors de cette instance onusienne centrale, puisque la position française sur le Sahara a été la clé du rapprochement récent entre le Maroc et la France. Paris se trouve donc confronté à un défi difficile, non seulement en jouant un rôle dans le conflit du Sahara, mais également en contribuant de manière active et rapide à sa résolution dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'orchestre marocain, qui a joué à l'arrivée de Macron à l'aéroport de Rabat, juste après les hymnes officiels de la France et du Maroc, en entonnant la voix d'Hassan Appel avec ta langue, au Sahara, n'était pas un acte anodin. Cela constitue un résumé précoce d'une